Ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. Nous sommes aujourd'hui à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Interview exceptionnelle avec Salomé Zourabichvili, la présidente du pays. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans la bibliothèque du palais présidentiel d'Orbeliani. À mes côtés pour vous interviewer aujourd'hui, Marie Gégaud, journaliste au quotidien Le Monde, partenaire de cette émission. Et pour ouvrir cet entretien, place d'abord à notre instantané. Image de la journée de l'Europe célébrée jeudi à Tbilissi, des célébrations organisées à votre initiative. Les hymnes géorgiens et européens ont résonné. Vous étiez entourée d'ambassadeurs de l'Union européenne. Madame la Présidente, pourquoi êtes-vous si intimement convaincue que l'avenir de la Géorgie est européen ? Parce que la Géorgie est convaincue que son avenir est européen. Elle l'a été depuis presque toujours, en tout cas depuis sa première indépendance en 1918, puis ensuite à nouveau en 1991. Tous les fondateurs de la Géorgie contemporaine étaient pro-européens, et cela parce que toute la Géorgie était convaincue et est convaincue aujourd'hui que, placée où elle est, avec les valeurs qui sont les siennes, elle n'a pas d'autre perspective, et le voisin du Nord, sinon l'isolation face à lui est ce qui peut la menacer le plus. Et on va y revenir en détail tout au long de cette interview, mais d'abord, je vous propose qu'on découvre votre portrait. C'est le Focus d'International, il est signé Séraphine Charpentier. C'est sur une promesse qu'en 2018, vous êtes élue présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili. Cette promesse, c'est celle de l'entrée de la Géorgie dans l'Union européenne. Notre choix est une Géorgie pacifique, un pays libre, où les citoyens ont des droits égaux. Votre première visite de chef d'État, Bruxelles. La Géorgie est une des nations pro-européennes les plus déterminées. D'où vous vient donc, Salomé Zourabichvili, cette conviction européenne, très certainement de votre histoire. Vos grands-parents et votre père géorgien fuient leur pays au moment de l'invasion soviétique en 1921. Dès lors, un double héritage vous lie à jamais à l'Europe et à la France, où vous naissez en 1952. Vous grandissez dans une famille de politiques et d'intellectuels. Diplômé de Sciences Po, vous rejoignez rapidement le Quai d'Orsay. C'est le début d'une carrière de diplomate qui vous emmènera à Rome, New York et N'Djamena, jusqu'à l'ONU et l'OTAN. Mais vous n'oubliez pas pour autant votre pays, la Géorgie. En 2003, vous êtes nommée ambassadrice de France à Tbilissi. Le pays vit alors sa révolution des roses, de vastes manifestations contre les résultats des élections législatives. Avec l'arrivée au pouvoir du réformateur Mikhail Saakachvili, vous renoncez à votre nationalité française et devenez ministre géorgienne des Affaires étrangères. C'est vous qui négociez le départ des bases militaires russes de Géorgie. Mais en 2008, un conflit éclate entre Moscou et Tbilissi concernant les provinces géorgiennes séparatistes de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Je pense que c'est la volonté de la Russie de marquer un coup et de montrer qu'elle est dans cette région encore capable de faire mal. L'ombre de Moscou renforce votre conviction. L'avenir de la Géorgie est européen. Les perspectives alternatives dans la région où nous sommes n'existent pas, c'est l'Europe ou rien. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine, ravivant peur et division au sein de la société géorgienne. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, n'adopte pas de sanctions contre la Russie. Pire, en 2024, il tente une nouvelle fois de faire adopter un projet de loi considéré par ses détracteurs comme liberticide pour les médias indépendants et les ONG. C'est une loi russe, pas pro-russe. C'est une loi russe parce qu'elle est le décalque des lois successives qui ont été adoptées par le président Poutine et qui avaient pour but de complètement cerner les organisations non gouvernementales, les empêcher de fonctionner et ensuite les médias. Salomé Zourabichvili, la protestation de milliers de Géorgiens suffira-t-elle à préserver la Géorgie et son rêve européen ?
Salomé Zourabichvili, vous êtes présidente de la Géorgie. D'abord, expliquez-nous quel est votre rôle et surtout votre poids politique dans ce pays. Le rôle, c'est le rôle d'un président, donc un rôle représentatif et symbolique. C'est une république parlementaire aujourd'hui dans laquelle le président n'a pas de pouvoir exécutif ou législatif. Il n'a que le pouvoir de la représentation et de la parole. Je ne peux pas, par exemple, dissoudre le Parlement et je peux mettre un veto sur certaines lois, ce que je fais en ce moment. Mais là aussi, cela reste un veto symbolique dans la mesure où pour surpasser le veto, il suffit d'avoir le même nombre de voix que celles qui ont permis son adoption. Et donc, le président exerce son veto, mais ça n'a pas d'effet immédiat sur la non-adoption de la loi. En revanche, plus le temps passe, plus le poids de la parole dans ce pays, qui est en train de vivre véritablement un tournant de son histoire, est essentiel. Parce que cette population que vous avez vue dans les rues et qui est dans les rues maintenant depuis plus de 2 semaines, a besoin de se retrouver dans une institution. Et aujourd'hui, sans exagérer, je crois, la seule institution indépendante du pouvoir en place, c'est la présidence. Et donc cette fonction, et ce n'est pas moi en tant que personne, cette fonction est devenue extrêmement importante pour incarner la continuité de la Géorgie et la continuité justement de son aspiration européenne, qui aujourd'hui n'est plus représentée par le gouvernement en place. Concernant ce projet de loi sur l'influence étrangère, vous avez effectivement un pouvoir de veto, mais le rêve géorgien, qui est majoritaire au Parlement, peut passer outre. Vous n'avez pas l'impression d'être finalement un peu pieds et mains liés dans cette affaire? Non, pas du tout, c'est ce que je vous ai expliqué. Je sais que mon veto est symbolique. Il n'empêche que la population qui est dans la rue me demande d'opposer mon veto pour montrer qu'il y a une très grande partie de la population, et je dirais une très grande majorité, qui est contre cette loi, qui le dit de la façon dont elle peut l'exprimer. Elle non plus, elle n'a pas de pouvoir autre que celui de la liberté d'expression qu'on essaie aujourd'hui de lui enlever. Mais c'est ça qui fait une nation et qui s'exprime et qui continue à revendiquer son aspiration européenne. Cette loi, elle n'est pas seulement une loi qui est d'influence et qui essaye de limiter l'influence étrangère, c'est une loi qui invertit l'épaule, qui dit en quelque sorte que nos amis, nos partenaires de tout temps sont des agents extérieurs qui essayent de déstabiliser le pays et que nos amis, en réalité, sont ceux qui occupent 20% de notre territoire. Et c'est cela que rejette la population. C'est cette inversion des valeurs et c'est cela qu'elle appelle russe. La loi russe, c'est certes un décalque de la loi Poutine, mais c'est en plus une complète inversion de la direction qu'a prise la Géorgie, encore une fois, dès sa première indépendance, qu'elle a reprise dès qu'elle a recouvert l'indépendance après 70 ans d'occupation soviétique. C'est pas pour retomber dans l'ornière de Moscou. Vous évoquiez le poids des mots, la liberté d'expression. En tant que présidente, aujourd'hui, est-ce que vous appelez à la poursuite du mouvement de contestation? Ce n'est pas à moi d'appeler la poursuite du mouvement de contestation parce qu'il existe par lui-même. C'est un mouvement qui est inspiré essentiellement par les jeunes, mais suivi par une très grande partie de la population. Le président n'est pas celui qui peut conduire un mouvement de protestation, mais moi j'incarne encore une fois la continuité de la Géorgie comme État indépendant, comme État qui ne se soumettra pas à une nouvelle pression, à une nouvelle occupation, même si elle est politique ou psychologique de la Russie. Madame la Présidente, vous apparaissez aujourd'hui dans cette crise comme un recours, peut-être même l'ultime recours, car il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui ont votre position. Qu'est-ce que vous pouvez, donc le droit de parole donc la parole, bien, le veto ne pèsera pas beaucoup. Est-ce que vous pourriez jouer un rôle de médiateur et comment vous voyez la suite, même si c'est difficile à imaginer, évidemment? Pas si difficile que ça, parce qu'on va très vite vers la suite.
D'une part, je joue de facto un rôle de médiateur, et ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai cherché pendant toute la période précédente à jouer un rôle pour la dépolarisation et pour consolider un consensus de la population et des partis, ce qui n'est pas facile, des partis d'opposition. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive au bout de l'effort d'avoir un mémorandum commun de l'ensemble des partis, qui était aussi ouvert au parti gouvernemental, mais ils n'ont pas accepté cette main tendue pour des raisons maintenant évidentes, et qui sera une plateforme pro-européenne sous laquelle les partis, ensemble ou séparément, participeront aux prochaines élections qui ont lieu en octobre. À mon sens, dans ce pays, là où il est situé, c'est ça la voie de la consolidation de la voie européenne. Ce sont des élections libres, mais ces élections seront libres si la population est mobilisée. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que deux segments de la population qui traditionnellement étaient peu participants aux élections, ce sont les jeunes, vont aller voter, et notre diaspora, qui représente un quart de la population géorgienne, va aller voter. Et ça, ce sont deux segments qui ne sont pas susceptibles d'être sous la pression des autorités, sous prétexte d'emploi public ou d'autres formes de pression que l'on voit en action maintenant. Et donc, ces élections seront déterminantes. Et là, nous avons besoin du soutien de nos partenaires occidentaux, que je trouve un petit peu timides face aux attaques dont ils sont l'objet de la part des autorités géorgiennes, qui les traitent carrément d'agents. Ça fait maintenant 3 semaines. Jusque-là, c'était un peu plus modéré. Maintenant, carrément, les Européens comme les Américains sont accusés d'être des agents de subversion. Mais alors très concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la part des Européens concernant ces élections ? D'abord, moins de timidité quand ils sont attaqués. Mais c'est-à-dire moins de timidité, des réactions politiques ? Probablement. Je veux dire, la population géorgienne considère que c'est intolérable que les partenaires qui nous ont soutenus depuis 3 décennies dans la période récente soient considérés comme des agents de subversion et non pas comme les pays qui ont soutenu le développement des institutions géorgiennes, de son économie et de sa démocratie. Donc si la population géorgienne est choquée, peut-être que nos partenaires devraient être un peu plus choqués aussi. Mais surtout, et là vous avez raison, le principal soutien, c'est d'être présent, d'être attentif, de venir, et je crois que nous avons effectivement... C'est-à-dire envoyer des observateurs électoraux par D'abord des visites. Les observateurs électoraux, plus ça va, plus on sait que ce n'est pas le dernier jour des élections que se jouent les élections, et que les observateurs peuvent face au dernier jour des élections. Mais sur le long terme, oui, la présence ici, la présence de délégations, la présence d'observateurs et la parole. C'est toujours la même chose. Et quelle garantie on peut avoir que l'élection sera juste et équitable dans la mesure où, si la loi passe, on peut comprendre que des tas d'ONG donc ne pourront plus fonctionner. Peut-être que, en effet, les observateurs ne sont pas les bienvenus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un danger de ce côté-là ? Il y a beaucoup de dangers. Et la Géorgie est arrivée, elle a vécu 25 siècles face à tous les empires, une capitale qui a été incendiée 25 fois, je crois. Donc, les dangers face à son indépendance et maintenant à son avenir européen ne sont que de plus en plus nombreux. Mais ce n'est pas ça qui doit arrêter. Les organisations non gouvernementales, certes, si la loi passe, ne pourront pas être financées de la même façon, ou alors elles seraient en brèche de la loi, mais ça ne les empêchera pas de fonctionner quelques mois, c'est-à-dire jusqu'aux élections, et il faudra trouver des moyens de fonctionner. On voit qu'il y a un bénévolat et une solidarité qui s'établit dans la société qui permet à beaucoup, y compris aux jeunes qui sont arrêtés, de payer les amendes qui leur sont infligées. Les amendes, oui. Quand ils sont battus, comme c'était hier soir le cas d'une jeune femme, ça ne permet pas de compenser. Mais la société est debout, elle est prête à se battre de façon figurative, parce que moi j'appelle tout le monde, si j'appelle à quelque chose, c'est à se préparer pour cette longue route qui mène aux élections du 26 octobre et non pas au combat dans la rue, parce que ça c'est un combat qui est perdu. Et ce que je voudrais dire, et c'est très important,
c'est que ce que je vois et ce que je lis aujourd'hui des autorités, c'est qu'elles cherchent justement à provoquer une tension dans la rue, une confrontation dans la rue, d'abord que la Géorgie a déjà vécu dans un passé pas si lointain, et de façon à pouvoir qualifier cela d'insurrection, de tentative de renversement, fomentée par l'étranger, des mots bien connus que l'on a entendus du côté de notre voisin du Nord, et ça ouvre ensuite toutes les possibilités de répression et éventuellement même de ne pas aller aux élections. Donc c'est pour ça qu'il faut être très conscient de ce qui se passe ici. Oui. Et mon appel à nos amis et partenaires étrangers, c'est d'être très vigilants, observateurs. Ensuite, les décisions à prendre sont les leurs. Madame la Présidente, en 2023, la pression de la rue avait réussi à faire reculer le gouvernement qui voulait faire passer ce projet de loi sous une appellation un petit peu différente. Pensez-vous que la rue géorgienne puisse à nouveau faire reculer le gouvernement, ou doit-on au contraire s'attendre à un passage en force en vue des législatives prévues en octobre? Je pense d'abord qu'il faut s'attendre à un passage en force puisqu'ils l'ont annoncé, qu'ils le redisent tous les jours. Surtout, à vrai dire, ça n'a plus beaucoup d'importance, savoir si cette loi en particulier sera retirée ou non, parce que ce que la population conteste aujourd'hui, depuis le discours du président honorifique Ivanishvili il y a 15 jours, c'est la ligne russe qui a été prise par le gouvernement. C'est-à-dire cette ligne qui dit pas de sanctions envers la Russie, qui n'accuse la Russie de rien, alors même que nous avons tous les jours, depuis la semaine de Pâques, quelqu'un qui est enlevé sur cette ligne de délimitation qui n'est pas la frontière avec les zones occupées de notre territoire. Aucune protestation, pas un mot négatif sur la Russie, et en revanche, il n'y a pas de jour où ne soient pas attaqués nos partenaires américains ou européens, traités d'agents d'influence, d'agents de subversion. Hier, le maire de Tbilissi a accusé nos partenaires occidentaux de donner de l'argent d'une main pour financer des actions positives et de l'autre de dépenser de l'argent pour des actions subversives, a-t-il dit. Donc ça, c'est ce que la population récuse. Une loi a été adoptée en catimini pendant cette ébullition sur la loi dite russe. Et cette loi fait de la Géorgie, en réalité, un territoire offshore qui permettrait à tous les oligarques russes ou autres en passe de sanctions ou voulant échapper à différents contrôles, de venir s'installer facilement en Géorgie. C'est une loi tout aussi problématique et tout aussi russe dans sa conception et dans son esprit. Et c'est tout ça, c'est la façon dont il se comporte vis-à-vis des manifestants, cette réduction, pour pas dire plus, de la liberté d'expression. C'est ça qui fait de ce régime aujourd'hui un régime russe ou pro-russe, et c'est ça que la population conteste, au-delà de la simple loi russe. Vous dites un régime russe ou pro-russe, vous estimez que le Kremlin dicte des ordres au régime en place? Alors ça, c'est très difficile de savoir comment ça procède. Est-ce que c'est une question d'autorités qui veulent s'accommoder avec la Russie et donc qui essayent par avance de faire ce qui nous fera en quelque sorte bien voir de Moscou, ou bien est-ce qu'il y a des liens tels que certaines choses sont demandées, imposées? Ça, il faudrait être beaucoup plus derrière le rideau pour comprendre ce qui se passe. Nous voyons, moi, la population, nous voyons les résultats, nous voyons les lois qui sont adoptées, nous voyons la méthode de gouvernement. Toute cette semaine, nous n'avons entendu que des menaces, des insultes, des mises en garde de toutes sortes à tout le monde, de ne pas oser. Aujourd'hui même, les hommes d'affaires qui n'avaient pas encore pris parole pour soutenir la loi russe ont été convoqués chez le Premier ministre. Probablement, on va leur demander d'obtempérer. On ne voit pas très bien ce que les hommes d'affaires ont à voir avec une loi de ce genre qui concerne les organisations non gouvernementales, mais il faut obtempérer. Tout le monde le doigt sur la couture du pantalon. Il est très important de noter, ça aussi c'est le régime russe, qu'au Parlement, les 83 députés qui votent la loi russe votent à chaque fois toutes les lois de la majorité,
utilisent ce qu'on appelle ici les message box et répètent tous le même langage sans aucune variation. Il n'y a pas un député qui fait dissension avec, ou un membre de la majorité qui fait dissension avec le langage officiel adopté. Est-ce que vous considérez que vous avez dit que le discours de M. Ivanishvili du 29 avril, discours très dur, est-ce que vous considérez que c'est un tournant géopolitique de la direction de la Géorgie a changé? La direction de la Géorgie, j'espère que non. La direction des autorités qui gouvernent ce pays, oui. Pour moi, c'est vraiment le Rubicon. Ah oui. Moi, je me suis toujours gardé, si vous regardez mes déclarations précédentes, j'ai été très très prudente de ne jamais qualifier, ce qui n'était pas le cas de certains partis d'opposition, de ne jamais qualifier de pro-russe le gouvernement, parce que je considérais que cette qualification, surtout venant de la part d'un président, est extrêmement dommageable pour le pays tout entier. Aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter à cette ligne de défense, en quelque sorte, parce que les choses sont trop graves. Alors je voudrais qu'on écoute quand même le Premier ministre. C'est une prise de parole qui date de février, au moment de son investiture, et on commente juste après. La principale priorité de la politique étrangère est la pleine intégration de la Géorgie dans les structures européennes et euro-atlantiques, définies comme la mission constitutionnelle de 2017. L'obtention du statut de candidat à l'UE a été l'acte politique le plus important sur la voie de l'intégration de la Géorgie à l'UE. Voilà, cette déclaration, elle est très explicite. La pleine intégration de la Géorgie dans les structures européennes est une priorité. Comment est-ce que vous analysez ce double discours du rêve géorgien ? Eh bien, nous avons eu, d'abord, il y a eu un double discours pendant très longtemps, et en particulier après l'obtention du statut de candidat par la Géorgie en décembre 2022, qui a provoqué un enthousiasme général de la population. Il y a eu pendant un mois et demi, effectivement, tout un discours des autorités qui disait d'abord c'est grâce à nous, c'est nous qui avons tout fait pour obtenir ce statut de candidat, et qui était un discours tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, et nous sommes sur la bonne ligne et nous allons continuer. Et puis tout d'un coup, les choses ont changé. Et on est revenu à un discours qu'on avait déjà entendu, puisque c'était une espèce de double discours, mais là qui a été durci dans le sens de on ne va plus accepter qu'il y ait des interventions étrangères, des influences étrangères. Et ce discours a gonflé jusqu'au moment où on arrive au discours du président honoraire qui marque clairement où sont les amis, où sont les ennemis, qui sont les agents, qui est-ce qui veut la déstabilisation de ce pays. Mais vous êtes vous-même arrivé au pouvoir en 2018 avec l'appui du rêve géorgien. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a lié à ce parti ? D'abord, je n'étais pas liée au parti. J'ai été en candidate indépendante, ce que doit être un président. Vous étiez la caution pro-européenne du parti ? Peut-être, si je dois réfléchir après coup, peut-être. Mais moi, ce qui m'a, je dirais, posé aucun problème, c'est le fait que ce parti, à ce moment-là, était farouchement pro-européen. C'est le parti. Vous n'avez jamais senti un petit tropisme pro-russe ? Pas à l'époque du tout. C'est le parti qui a de lui-même inscrit dans la Constitution l'article qui impose à toutes les institutions de la Géorgie de faire tout ce qui est en leur possible pour promouvoir l'intégration européenne et euro-atlantique de la Géorgie. Toutes les déclarations et vous avez noté que mon premier voyage était en Europe, mais ce n'était pas seulement le mien. Toutes les autorités géorgiennes commençaient à aller d'abord à Bruxelles. Et nous étions à Bruxelles, mes premières rencontres, aussi bien à l'Union européenne qu'à l'OTAN, étaient des rencontres où la Géorgie était félicitée de ses efforts, de ses avancées, et c'est ça qui a valu en partie les progrès qui ont été faits sur la voie européenne. Après, les choses dérapent. Elles dérapent exactement en 21, à l'été 21, au moment où l'accord avec Charles Michel, auquel j'ai contribué d'essayer de rassembler les forces politiques, c'était ça le rôle de médiateur,
autour de la plateforme que présentait Charles Michel est déchiré par le parti au pouvoir, qui dit non, finalement, ça ne nous intéresse plus, nous-mêmes, nous savons ce que nous devons faire, nous n'avons pas besoin de cette feuille de route. Et à partir de là, les choses commencent à aller dans une direction pas très claire, même si tout le temps, la question que se pose tout le monde, et moi aussi, c'est de savoir si ce qui est fait pour conserver le pouvoir, parce qu'évidemment, au fur et à mesure que les années passent, le soutien de la population diminue, ça c'est un phénomène démocratique, ou est-ce que c'est le début d'une dérive dans une direction qui n'est pas la bonne. Et puis on hésite, c'est pas clair, ça devient plus clair avec la guerre en Ukraine, avec la première déclaration du Premier ministre qui date du 25 février 2022, où il dit allant sur le monument de l'occupation de la Géorgie de 1921, la Russie a envahi la Géorgie le 25 février 21. Le 24 février 22, c'est en 1921, donc 100 ans avant pratiquement. Et c'est là où il trouve le moyen de faire une déclaration pour dire nous n'allons pas appliquer les sanctions. Et on va y revenir. Mais Madame la Présidente, quand on vous écoute, on a le sentiment que vous n'avez aucune responsabilité dans la situation aujourd'hui de votre pays. Avec le recul, est-ce que vous vous dites que vous avez été naïve de chercher à bénéficier de l'appui du rêve géorgien? Est-ce que vous regrettez votre choix? Est-ce que vous vous dites que vous n'avez pas finalement fait peut-être le mauvais calcul politique? Ce n'était pas un calcul politique. C'est quand même ce qui vous a permis d'accéder à la présidence. Oui, mais l'idée, et c'est ce qui m'a toujours, c'est pour ça que j'ai été aussi la ministre des Affaires étrangères de Saakashvili, c'est que je pensais que je pouvais apporter avec mon expérience diplomatique et européenne ce dont ce pays avait besoin pour avancer sur cette voie. Et tant que j'avais le sentiment, c'était vrai avec Saakashvili dans une première partie, où là, tant que j'ai le sentiment qu'effectivement je pouvais jouer un rôle qui aide ou qui accélère cette intégration européenne, encore une fois, je n'avais pas de sentiment d'inconfort ou de quelque chose qui serait incohérent avec mon parcours personnel. Et je n'avais encore une fois aucune raison de penser que ce groupe de gens, tous éduqués aux États-Unis, en Allemagne, allait tout d'un coup tourner en quelque chose qui, pour moi, est totalement étranger aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez ça? Comment ils sont passés de cette position européenne à tout d'un coup cette position violemment anti-occidentale? Le pouvoir, d'abord. Et ensuite, probablement qu'à cause du pouvoir, ils ont été impliqués dans différentes choses. C'est des méthodes très russes. Vous dites impliqués dans différentes choses. Précisez, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas préciser, mais vous devinerez ce que sont les méthodes russes de gouvernement. Comment est-ce qu'on tient les gens quand on veut les tenir? Non, je ne peux pas, moi, en tant que présidente, donner des exemples précis, mais ce sont des méthodes de gouvernement, de régime russe. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe à Moscou et comment est-ce que les gens sont tenus, comment est-ce que des gens qui sont arrivés, effectivement, ayant terminé leurs études dans une université européenne, totalement, je dirais, occidentalisés, et tout d'un coup deviennent et tiennent le langage. Je vous suggère de lire la lettre du Premier ministre aujourd'hui, et vous comprendrez que là, il y a un décalage total qui n'est pas explicable par des explications politiques normales dans des pays démocratiques. Le gouvernement géorgien n'a pas imposé à la Russie, vous l'évoquiez tout à l'heure, de sanctions après l'invasion en Ukraine. Est-ce qu'il aurait dû, selon vous, le faire? Moi, je ne serais pas radical dans ce domaine parce que nous avons deux territoires occupés. Nous avons des chars russes et des bases russes sur ces territoires occupés. Et certaines parties sont à 40 km de la capitale. Et il est très clair que la Géorgie a moins de latitude et moins de protection et plus vulnérable que beaucoup d'autres pays. C'est pour ça que, dans un premier temps, ce qui apparaissait comme une prudence des autorités ou une pusillanimité des autorités
par rapport à ce qu'étaient d'autres pays européens, pouvait aussi être compris comme venant de leur part la responsabilité d'un pays où on ne veut pas... là où c'était moins compréhensible, c'est quand ce discours de prudence s'est transformé en un discours d'accusation des Européens et des Américains, comme si ceux-ci voulaient ouvrir un deuxième front en Géorgie pour faciliter ou suppléer au front ukrainien, ce qui est une aberration totale. Et si quiconque peut ouvrir un deuxième front en Géorgie et l'ouvre en permanence, c'est bien entendu la Russie. Donc cette accusation-là, déjà, elle était extrêmement choquante pour tout le monde. Et c'est là où la dérive s'est accentuée. Mais tout ça, il faut bien voir que ça vient progressivement et qu'à tout moment, il y a toujours cette question, est-ce que c'est uniquement pour garder le pouvoir parce que nos partenaires européens et américains sont plus exigeants sur les demandes de réformes démocratiques, bien entendu, que ne le serait le partenaire russe? Est-ce que ça suffit à expliquer ou est-ce que ça ne suffit pas à expliquer? Et puis, progressivement, on avance et on s'enferre davantage et davantage. Alors le président russe a été justement investi mardi pour un 5e mandat. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Vladimir Poutine et on commente juste après. Nous ne rejetons pas le dialogue avec les États occidentaux. La balle est dans leur camp. Veulent-ils empêcher le développement de la Russie? Veulent-ils continuer leur politique d'agression, leur pression sur notre pays? Je le répète, le dialogue avec l'Occident sur les questions stratégiques et sécuritaires reste possible, mais il ne doit pas se faire dans le rapport de force. Madame la Présidente, on vient de l'entendre, Vladimir Poutine parle de dialogue avec l'Occident. Comment est-ce que vous avez compris ce discours? Est-ce que ça veut dire qu'un dialogue est encore possible entre les Occidentaux et les Russes? C'est le langage soviétique d'abord, russe ensuite. Je fais ce que je veux et je me conduis comme je veux, en dehors de toute norme et en violation de toutes les lois, et ensuite je dis que je peux dialoguer. Et vous avez vous-même été diplomate, vous avez négocié avec la Russie en 2005 le retrait des bases militaires russes de Géorgie. Vous pensez que dans cette rupture à laquelle on assiste entre l'Occident et la Russie, la diplomatie a encore une place, un rôle à jouer? La diplomatie aura sûrement un rôle et une place à un moment donné. Le moment où nous avons négocié les bases militaires russes est un moment dans le temps très différent, avec un Poutine très différent, qui a probablement, à ce moment-là, donné pour instruction à son ministre des Affaires étrangères de dire on va tenter ce que nous apporte ce genre de négociation. Là non plus, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé la décision. Le fait est qu'ils étaient prêts à négocier et qu'ils ont négocié en bons négociateurs. Ça se retrouvera peut-être un jour. Aujourd'hui, la Russie que nous avons en face, la Russie qui est aujourd'hui en train de se comporter comme elle se comporte en Ukraine, n'est pas une Russie avec laquelle on peut négocier avant qu'elle n'ait elle-même reconnu qu'elle doit obtempérer et s'adapter à ce que sont les lois internationales, l'intégrité territoriale et le respect de ses voisins. Tant que la Russie ne saura pas ce qui est à elle et ce qui est aux autres, et ne l'aura pas une fois pour toutes digéré, c'est-à-dire tant qu'elle restera en elle-même profondément un empire et un empire impérialiste, la discussion sera extrêmement difficile. C'était ça la différence avec le Poutine de cette époque. Peut-être que, là aussi je suis naïve, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu cette espèce de test de savoir est-ce qu'on peut avoir une relation normale avec un petit voisin qui de toute façon ne vous menacera jamais, la Géorgie, et établir avec celui-ci des relations de voisinage. Ça n'a pas duré longtemps, puisque maintenant nous avons 2 territoires qui sont profondément occupés, je dirais, puisqu'il y a 3 bases militaires sur l'un, 2 sur l'autre, et maintenant le projet d'avoir une base militaire navale sur la mer Noire qui consoliderait encore l'emprise de la Russie sur la mer Noire. Et effectivement, ce projet de base maritime, de base navale russe sur la mer Noire,
Est-ce qu'il a été annoncé? Est-ce que vous avez, vous, des informations supplémentaires sur l'état d'avancement de ce projet? Alors, c'est commencé. Alors, avec les Russes, c'est toujours pareil, on ne sait jamais. Ils donnent des signes d'avoir commencé la mise en œuvre de ce projet. Personne ne connaît les délais dans lesquels ça pourrait être achevé. Ce qui est clair, c'est que c'est une menace directe sur la mer Noire parce que c'est la tentative de contrôler davantage. Et l'un des objectifs de guerre de la guerre en Ukraine pour la Russie, c'est aussi le contrôle de la mer Noire. C'est un vieil objectif de l'Empire russe. Et pour nous, plus directement, d'abord, c'est une base navale, encore une fois, sur notre territoire, qui contrôle une partie de nos terres maritimes. Et c'est une menace directe au développement de la base de Anaklia, qui est un grand, pas de la base, mais du port d'Anaklia, qui est un des grands projets d'infrastructure qui doit permettre de développer le commerce et les transits sur la mer Noire avec l'Asie centrale et l'Europe. Pourquoi est-il resté lettre morte à ce jour, ce projet de port profond, en eau profonde? Alors ça, c'est une des questions aussi, dans les questions qui sont posées aux autorités gouvernementales, c'est pourquoi ils ont retardé quelque chose qui, maintenant, de toute évidence, apparaît comme si ça avait été achevé, et ça aurait pu être achevé, ça aurait été un grand plus pour la Géorgie et pour nos voisins, pour nos partenaires, quand la route du Nord a été coupée par les sanctions. Ce port maritime russe qui servirait effectivement, vous le disiez, de base arrière... russe, en Abkhazie, Géorgie. Voilà, tout à fait, pour la guerre en Ukraine. Est-ce que vous estimez qu'une adhésion de la Géorgie à l'Union européenne pourrait contribuer à freiner ce projet? Ça, c'est difficile à dire. L'adhésion ne se produira pas dans 1 an ou dans 2 ans. Est-ce que vous estimez que les Européens ont un rôle à jouer pour freiner la construction de ce port? Les Européens ont un rôle à jouer, non pas pour freiner la construction d'un port sur lequel ils ne peuvent rien ni dire ni faire. En revanche, des investissements européens dans le port d'Anaklia et dans tout ce qui est l'infrastructure de transit à travers la Géorgie et le Caucase, en Arménie également, qui est notre voisin qui se tourne aujourd'hui vers l'Europe, et le soutien à ce tournant arménien est extrêmement important. Tout ça, c'est l'avenir, la stabilisation du Caucase, la stabilisation de la mer Noire et l'intégration avec l'Europe. Dans toutes vos interventions, en particulier dans les médias occidentaux, c'est vrai que vous agitez beaucoup cette menace sécuritaire russe, un petit peu comme un épouvantail. Outre la menace géostratégique russe, qu'est-ce que la Géorgie a, selon vous, à apporter à l'Union européenne sur les plans politiques, économiques, sociétal, culturels? Tout. Sur le plan du transit, que ce soit énergétique, les grandes voies de communication, en particulier depuis que la Russie est isolée par les sanctions, et elle le sera durablement. Je ne crois pas qu'on voit un changement de la Russie dans les années qui viennent. Et de toute façon, ces voies de transit alternatives doivent être construites et doivent être sécurisées. Donc c'est ça que peut offrir la Géorgie. Ce que peut offrir la Géorgie, c'est la stabilisation du Caucase. Elle a toujours été le centre d'un Caucase avec lequel elle a eu des relations toujours harmonieuses, et avec l'Azerbaïdjan et avec l'Arménie, y compris plus loin avec l'ensemble de la région. Et donc c'est un point d'appui pour l'Europe et pour les États-Unis dans une région plus vaste où il faut avoir des partenaires. Sur le plan culturel, la Géorgie est un pays anciennement plus européen que les Européens, peut-être quelque part. Avec l'Arménie, nous sommes les 2 pays chrétiens les plus anciens, et surtout la Géorgie a été de tout temps le pays connu pour la tolérance, ce qui explique qu'elle a eu pendant 26 siècles une minorité juive qui a été parfaitement intégrée, et il n'y a pas ici eu la moindre persécution. D'ailleurs, les Juifs appellent la Géorgie le pays qui n'a pas à dire plus jamais. Et de la même façon, nous avons aujourd'hui une importante communauté yézidi, une importante communauté arménienne, d'origine arménienne, mais des citoyens géorgiens, d'origine azérie. Même les Russes qui sont restés après
la fin de l'Union soviétique sont intégrés. Et nous sommes cet exemple bizarre d'un pays dont 2 territoires sont occupés et une guerre récente, qui a reçu près de 100 000 immigrés russes sans qu'il y ait eu le moindre incident. Et sans qu'ils fassent des efforts particuliers, je dois dire, pour s'intégrer ou apprendre la langue. Il y a un problème de cohabitation qui est entre ces Russes et les jeunes Géorgiens, notamment cet afflux de Russes en Géorgie a provoqué une crise du logement, une inflation dans le secteur immobilier. Une crise de logement, pour les jeunes. Une inflation, y compris un problème dans certains emplois, parce que maintenant, dans les restaurants ou dans les cafés, on a tendance à demander aux jeunes serveurs de parler le russe aussi, ce qui n'était plus le cas parce que pratiquement ce pays était... Il est possible de faire cohabiter ces 2 populations ? Eh bien, on y arrive pour le moment, ça fait 2 ans que ça dure, mais ce qui est attendu, c'est que de leur côté, encore une fois, la Géorgie a été très habituée à avoir des populations, comme c'est un petit pays et de passage, d'avoir des populations qui s'intègrent, qui s'installent. Mais il faudrait que là, il y a vraisemblablement un problème d'intégration. Que cette intégration se produise et qu'il y ait le sentiment, et c'est ça que reprochent le plus les gens quand on leur parle, qu'il y ait le sentiment que ces Russes qui arrivent, qui sont jeunes, aient plus d'empathie pour la situation de la Géorgie, comprennent que notre pays est occupé, que l'Ukraine est occupée, et que si on vient ici, si on s'installe ici, il faut comprendre que si les Russes sont acceptés, la Russie, elle, ne l'est pas. L'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne peut-elle se faire tout en conservant des liens, notamment économiques, avec la Russie ? Ou la Géorgie, si elle intègre l'Union européenne, devra-t-elle tourner le dos définitivement à la Russie sur absolument tous les plans ? Vous savez, tous les pays qui sont intégrés dans l'Union européenne ont tous conservé, et jusqu'à ce jour, malgré les sanctions, beaucoup de relations avec la Russie. Donc je ne crois pas que dans le monde globalisé actuel, et en particulier pour un pays qui est voisin, nous sommes, il ne faut pas l'oublier, par exemple, le pays de transit pour la Turquie, pour du commerce normal, je dirais, pas du commerce interdit. Donc il ne faut pas être plus royaliste que le roi et pas plus royaliste que les Européens. Mais certes, il faudra que la Géorgie continue. D'ailleurs, elle contrôle assez bien ses frontières et les transits, mais le fasse plus, de façon à appliquer. Par exemple, nous n'appliquons pas les sanctions européennes sur les individus. Ça devra être fait. On a besoin, et c'est ce que la Moldavie vient de faire, même si elle non plus n'est pas 100%, il faut augmenter le pourcentage, et c'est d'ailleurs demandé dans les recommandations que nous a présentées l'Union européenne pour l'ouverture des négociations d'adhésion, augmenter le pourcentage de l'association aux résolutions de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable, qui figure dans notre plateforme européenne pour les élections et qui peut être fait en l'espace de 6 mois. Mais on a le sentiment, en vous écoutant, qu'une adhésion européenne, finalement, pourrait régler beaucoup de problèmes de la Géorgie. Est-ce que vous estimez que ça pourra régler le problème de cette société qui, finalement, reste quand même assez fracturée ? On l'a vu ces dernières semaines, rien que sur la scène politique. On a vu ces scènes de violence, de bagarre au Parlement qui en disent long sur le climat actuel. Et puis, il y a aussi cette violence politique verbale. Cette violence politique verbale, elle est partout, elle est sur Facebook, elle est malheureusement, elle est généralisée. Je crois qu'en France, on n'est pas loin d'avoir également de la violence verbale. On n'a pas encore eu de scène de bagarre au Parlement. Non, mais il y a beaucoup de pays européens dans lesquels ça s'est produit. Vous êtes moins méditerranéen que la Géorgie. Donc ça, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce que je pense être le plus important, c'est que le pays et la population sont consolidés sur cette voie européenne, y compris, et c'est ça qui est important, y compris dans cette minorité qui continue à soutenir le pouvoir en place, qui a forcément son soutien, je dirais presque institutionnel. Ce qui est très intéressant, c'est que, en dépit des attaques contre les Européens, contre les Américains, contre les partenaires, tout ce que l'on entend ces derniers temps, ça se termine toujours par dire « mais de toute façon, on entrera dans l'Europe en 2030 ».
je ne sais pas pourquoi 2030. Vous n'y croyez pas à cet horizon 2030 Je ne fixe jamais de date, c'est pas ça qui est important, c'est le processus, c'est les négociations d'adhésion qui elles-mêmes ont un effet bénéfique sur la législation, sur énormément de choses. Donc ça, ce sont des mythes. Pourquoi 2030 ? Pourquoi pas l'horizon qui recule au fur et à mesure ? C'est pas ça qui est important, c'est que ce message-là, il est nécessaire pour clôturer toutes leurs agressions verbales contre les Européens, à cause de leurs propres supporters, je dirais, qui eux aussi veulent l'Europe. Ce qui est clair, c'est que la Géorgie, depuis 92, depuis qu'il y a des sondages d'opinion, à 80 ou 85% ou 83%, soutient l'intégration européenne. Et donc même dans les plus fervents des soutiens du régime en place, les gens veulent l'Europe. Et donc c'est ça qui nous consolide, et c'est pour ça que moi je suis in fine extrêmement optimiste en dépit d'une situation très difficile aujourd'hui. Ce processus d'adhésion, il est tout de même conditionné à un certain nombre d'exigences de l'Union européenne, notamment une réforme de la justice. Comment est-ce qu'on procède, et notamment si le rêve géorgien conserve sa majorité au Parlement à l'issue des législatives d'octobre, comment est-ce que cette réforme de la justice peut-elle et doit-elle être menée ? C'est pas si il conserve, à ce moment-là, moi je ne réponds plus aux questions qu'ils répondent eux-mêmes. Les élections d'octobre, c'est un référendum sur l'Europe. C'est ou choisir la voie européenne ou laisser le pouvoir à ceux qui sont aujourd'hui en place et qui ne vont pas nous amener à l'Europe. Et une fois que les élections ont donné un gouvernement qui devra être un gouvernement de coalition, la plateforme européenne que je vais faire signer par l'ensemble des partis qui sont déjà d'accord au moins là-dessus, sur la plateforme européenne, comporte un volet réforme de la justice, également dans les 6 mois qui suivent l'introduction et l'intronisation de ce gouvernement, qui sont des mesures extrêmement concrètes, qui peuvent être réalisées par le Parlement et qui doivent être réalisées. Tout ça étant une transition assez brève pour pouvoir nous amener à l'ouverture des négociations. Et je pense, et tout le monde considère ici, que ce devra être un gouvernement transitoire et de nouvelles élections dans un environnement beaucoup plus apaisé d'ici un an. Alors il y a d'autres élections qu'il va falloir surveiller avant ces législatives d'octobre en Géorgie. Ce sont bien sûr les européennes du 6 au 9 juin. Donc les citoyens européens éliront leurs représentants au Parlement. Et c'est vrai que pour l'instant, les sondages prédisent plutôt une montée des extrêmes droites, des partis populistes souverainistes. Est-ce que vous, c'est une tendance qui vous inquiète ? C'est une tendance, je pense, qui doit inquiéter tout le monde. D'autant plus que c'est une facilité de voter pour des partis de droite ou d'extrême droite ou populistes, comme on veut, au moment des européennes, parce que quelque part, il y a moins de responsabilité que de confier l'avenir d'un pays au même parti. Mais je suggère que ceux qui veulent voter dans cette direction regardent ce qui se passe ici et regardent ce qui se passe quand un pays est trop proche de la Russie, qui finalement est l'inspirateur principal de toutes les théories qu'entonnent ensuite les populistes des différents pays européens. Et une poussée des extrêmes droites en Europe pourrait avoir un impact sur la suite des négociations d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne ? Moi, je ne parle pas sur des hypothèses dont je ne connais pas le résultat. Je souhaite simplement à l'Europe de ne pas faire le mauvais choix au moment des élections européennes. Pour terminer cet entretien, des questions peut-être plus personnelles. Madame la Présidente, d'abord, jusqu'où ira votre engagement en faveur de cette adhésion de la Géorgie à l'Union européenne, et surtout, quelle forme pourra prendre votre engagement à l'avenir si vous n'êtes plus présidente ? D'abord, je répondrai jusqu'au bout, parce que c'est une question existentielle. Je pense que mes parents ont quitté ce pays quand la Russie, mes parents, ils étaient petits, mes grands-parents, quand la Russie envahissait ce pays pour une énième fois, et ils ont toujours, et encore une fois je dis, tous les défenseurs de l'indépendance géorgienne ont toujours considéré que l'Europe était la seule perspective. Il se trouve que moi je suis dans une position qui me permet
activement d'essayer de défendre cette voie et cette perspective européenne. Donc je le ferai autant que je pourrai, comme je le pourrai, et dans les fonctions où je serai utile ou nécessaire. Et moi, je voudrais vous demander aussi, expliquez-nous en 2 mots l'extraordinaire vitalité des Géorgiens qui, en 78, ne se laissent pas faire et manifestent sur la place du Parlement pour conserver la langue géorgienne. En 89, là, c'est beaucoup plus sanglant, malheureusement, mais là encore, une demande d'émancipation. Ensuite, en 2003, avec l'arrivée de M. Saakashvili au pouvoir, qui est d'ailleurs malheureusement en prison aujourd'hui. Et puis maintenant, là, tous ces jeunes dans la rue. Donc, d'où est-ce que le peuple géorgien tire cette incroyable volonté d'émancipation ? Moi, je crois que la question, elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas vraiment 26 siècles de défense de la langue, du pays, du territoire, avec un territoire qui a été à différents moments scindé entre plusieurs empires, mais malgré tout, ce qui a unifié ce pays, c'est la volonté d'indépendance, c'est sa religion qui unifiait, même quand le pays était divisé, et sa langue. Et ça reste le secret de vouloir conserver ce qui est parvenu jusqu'à nous. Si jamais la Géorgie échoue à rejoindre l'Union européenne, est-ce que vous vous réinstallerez à Paris ou dans une autre capitale européenne ? Il n'y a pas de si, il y a de quand la Géorgie rejoindra l'Union européenne. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir répondu à nos questions. Ce grand entretien avec vous, Salomé Zourabichvili, présidente de la Géorgie, est à retrouver dès à présent sur le site et la page YouTube de TV5 Monde. Merci à vous, également Marie Gégaud du quotidien Le Monde, et à la semaine prochaine sur TV5 Monde.